Quand on pense à l'Algérie, les premiers mots qui viennent, c'est souvent énergie, pétrole, gaz. C'est une image assez bien ancrée. Mais imaginez un instant que le nom d'une ville, un peu reculée du désert algérien, Tindouf, commence à apparaître de plus en plus dans des rapports d'analystes à Washington. Et pas dans la section développement, mais plutôt dans celle sur la sensibilité stratégique majeure, en lien direct avec les industries militaires de pointe. Ça interpelle, non? Ah oui, ça interpelle énormément. Et en fait, c'est justement le cœur des documents qu'on analyse aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que ce projet minier à Tindouf, qui est centré sur les terres rares, c'est pas juste une ligne de plus dans le budget algérien. Non, c'est un événement qui est en train de remodeler complètement la perception du pays sur la scène internationale, au point, comme tu le disais, d'allumer quelques voyants rouges à Washington. Et c'est ça qu'on va essayer de déconstruire. Comment un projet qui semble purement local devient un enjeu géopolitique mondial? C'est la mission. D'accord. Alors, plongeons dedans. Pour bien mesurer le changement, il faut peut-être commencer par l'image d'avant. Parce que pendant des décennies, l'Occident avait une vision très simple, presque une caricature de l'Algérie. Oui, tout à fait. C'était une vision confortable pour tout le monde, en fait. Pour les capitales occidentales, l'Algérie, c'était un État pétrolier. Cette étiquette, elle expliquait tout, son économie, ses alliances, sa politique. Tout était prévisible, quoi. Voilà, c'est ça. Tout semblait prévisible, rythmé par les cours du Brent. Dans les analyses stratégiques de l'époque, l'Algérie était classée comme un acteur marginal, complètement déconnecté des chaînes de valeur de la haute technologie. Sa position était perçue comme stable, presque immuable. Et c'est là que le projet de Tindouf vient dynamiter cette perception. Au début, on pourrait se dire, bon, ils diversifient leur économie, c'est logique, mais les documents suggèrent que c'est bien plus profond. C'est toute la subtilité. Ce n'est pas une simple diversification, c'est un pivot stratégique. En se lançant dans les terres rares, l'Algérie ne cherche pas seulement à équilibrer ses revenus. Elle se positionne pour devenir un fournisseur potentiel de composants qui sont, et le mot est pas trop fort, le sang qui irrigue les industries militaires et technologiques modernes. Donc le prisme d'analyse change complètement. Totalement. On ne la juge plus sur ses barils de pétrole, mais sur sa capacité à influencer des marchés de minéraux qui sont ultra stratégiques. Précisément. Elle passe du statut d'acteur prévisible à celui que les notes appellent un élément imprévisible. Parce qu'en développant ce projet, elle a le potentiel de créer des chaînes d'approvisionnement qui échappent au circuit traditionnel. Elle n'est plus en périphérie du grand jeu, elle s'invite à la table. Et ça oblige les grandes puissances à revoir leurs cartes. Pour qu'on comprenne bien l'ampleur de l'enjeu, il faut peut-être qu'on s'arrête un instant sur ces fameuses terres rares. Le terme est presque devenu à la mode, mais on ne mesure pas toujours ce qu'il y a derrière. Moi, quand j'entends ça, je pense aux aimantes dans mon téléphone ou dans les éoliennes. Oui, et c'est pas faux, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. La réalité, celle qui est au cœur des préoccupations des états-majors, elle est beaucoup plus brute. Les documents sont très clairs là-dessus. On ne parle pas de gadgets ou de confort, on parle de la base même de la supériorité militaire au XXIe siècle. Sans ces matériaux, une bonne partie de l'arsenal technologique occidental devient obsolète. Attends, soyons concrets. Qu'est-ce qui s'arrête de fonctionner si la chaîne d'approvisionnement est coupée? Alors, la liste est vertigineuse. On parle des radars les plus sophistiqués, ceux capables de détecter un avion dit furtif. On parle des alliages qui permettent aux moteurs des avions de chasse de supporter des températures extrêmes. Ah oui, d'accord. Ce sont les systèmes de guidage qui rendent un missile intelligent et précis à quelques mètres près. Ce sont les capteurs des satellites, qui sont les yeux et les oreilles des armées modernes, et ça va même jusqu'aux batteries géantes qui alimentent les bases ou les centres de données qui font tourner les IA militaires. Donc, si je te suis bien, on est en train de dire que la production d'un avion comme le F-35 ou d'un missile de croisière peut dépendre au final de l'accès à ces minéraux. C'est ça. Une rupture d'approvisionnement, c'est pas juste le prix du néodyme qui augmente, c'est une chaîne de production de défense qui s'arrête net. C'est exactement ça. Et c'est là que le contexte mondial devient crucial. Parce qu'aujourd'hui, cette chaîne d'approvisionnement est dans les mains d'un seul acteur majeur. La Chine? La Chine. Oui, les analyses décrivent une stratégie chinoise étalée sur plus de 20 ans pour en arriver là. Ce n'est pas un hasard. Pas du tout, c'est le fruit d'une vision à très long terme. La Chine n'a pas seulement cherché à extraire les minéraux, elle a méthodiquement construit tout l'écosystème. L'extraction, le raffinage, qui est une étape extrêmement complexe et polluante, et enfin la fabrication des composants finaux. D'accord. Le résultat, c'est ce que les stratèges occidentaux appellent, avec une pointe d'amertume, la dépendance forcée. Dépendance forcée.
Cette expression est forte. En gros, l'Occident a délocalisé une partie de sa souveraineté militaire en Chine sans vraiment s'en rendre compte. Très juste de le résumer. La sécurité d'une part significative de l'industrie de défense occidentale est aujourd'hui objectivement liée à la bonne volonté de Pékin. Et c'est ce contexte qui rend l'arrivée de l'Algérie sur ce marché si explosive. Voilà la question clé. D'autres pays comme l'Australie ou le Canada ont aussi des gisements. Pourquoi est-ce que le projet algérien, en particulier, est qualifié de véritable problème stratégique ? Parce que l'Algérie ne rentre dans aucune des cases habituelles qui rassurent les chancelleries occidentales. Ce n'est pas un État satellite, elle n'est pas membre de l'OTAN, et, point absolument crucial, elle n'est pas sous hégémonie chinoise. Elle a historiquement une politique de non-alignement. D'accord. L'émergence d'une source algérienne ne signifie donc pas seulement un peu plus de volume sur le marché mondial. Elle représente l'émergence d'une source indépendante. C'est ça le mot-clé. C'est le mot qui change tout. Une source indépendante, c'est une alternative potentielle à cette dépendance forcée vis-à-vis de la Chine. Pour l'Occident, c'est en théorie une bonne nouvelle, une soupape de sécurité. Sauf que, C'est une soupape qu'il ne contrôle absolument pas. voilà. Et ça, à Washington, ça transforme une opportunité potentielle en un risque à gérer de très très près. Et la réaction américaine est fascinante. On ne voit pas de menace directe, pas de sanctions publiques comme on pourrait s'y attendre. La stratégie décrite dans les documents est beaucoup plus insidieuse. C'est un changement de méthode très révélateur de la nouvelle ère géopolitique. Washington a bien compris qu'une confrontation directe avec l'Algérie sur ce sujet serait contre-productive. Ce serait politiquement coûteux et ça risquerait de déclencher une réaction souverainiste très forte à Alger qui braquerait le pays. Donc la pression se fait indirecte. Exactement. Subtile et administrative. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une pression administrative ? Ça veut dire utiliser tout un arsenal de leviers qui, en apparence, sont parfaitement légitimes et techniques. On va mettre l'accent sur les normes environnementales très strictes pour l'extraction, on va exiger des niveaux de transparence financière quasi impossibles à atteindre pour un projet naissant, on va insister sur des certifications de durabilité ou sur la traçabilité des chaînes d'approvisionnement responsables. C'est de la géopolitique en col blanc, en quelque sorte. Chaque norme est un obstacle potentiel. C'est exactement ça. Vu de l'extérieur, ce sont des simples procédures réglementaires, des standards internationaux. Mais dans les faits, ce sont des mécanismes de contrôle. L'objectif, c'est pas forcément de tuer le projet, c'est de le ralentir, d'en augmenter les coûts, d'en modifier la logistique pour le rendre plus conforme aux intérêts occidentaux ou de le décourager. Le tout sans jamais avoir à déclarer une hostilité ouverte. La pression devient bureaucratique, mais son but est purement stratégique. Tout à fait. On assiste donc à une évolution de la pensée stratégique américaine. La question n'est plus comment investir, mais comment contrôler un projet indépendant avant qu'il ne vienne perturber l'équilibre des pouvoirs. C'est ça. Il s'agit moins de posséder les ressources que de maîtriser leur flux, leur circulation et les conditions de leur mise sur le marché. Et tout projet d'envergure qui échappe à cette logique de contrôle est perçu non pas comme une opportunité commerciale, mais comme un défi à l'ordre établi. D'accord, on a la perspective américaine. Mais Alger, comment est-ce qu'on voit les choses ? J'imagine qu'ils ne se considèrent pas comme de simples mineurs. Ils ont conscience de la bombe géopolitique qu'ils ont entre les mains. Ils en ont pleinement conscience. Pour l'Algérie, ce projet n'est absolument pas un projet économique comme les autres. C'est une question de sécurité nationale. C'est très clair dans la manière dont il est géré. Toute l'infrastructure qui est liée, les mines, oui, mais aussi les routes, les ports, les réseaux de communication, tout est traité comme une infrastructure vitale du pays. Donc toute ingérence extérieure, N'est pas perçu comme un obstacle commercial, mais comme une menace directe à la souveraineté. c'est ce qui explique le vocabulaire employé qui est très révélateur. J'ai été frappé de voir des termes quasi militaires pour décrire un projet minier. Oui, et c'est le signal le plus fort. Le discours officiel algérien qui entoure ce projet est truffé de mots comme dissuasion, souveraineté technologique ou protection préventive. Quand un gouvernement commence à parler de dissuasion à propos d'une mine, on a changé de dimension. On n'est plus dans le business. On est dans la stratégie de puissance. Ça signifie que l'Algérie considère ses ressources comme un levier pour se protéger et accroître son poids sur la scène internationale. Et l'objectif final, ce n'est donc pas le profit à court terme. L'objectif est bien plus ambitieux, c'est l'indépendance stratégique. L'idée est d'utiliser ce projet pour se repositionner dans un système international qui est lui-même en pleine redéfinition. C'est cette vision à long terme qui rend l'Algérie difficile à classer pour les analystes occidentaux. Elle ne suit pas les schémas classiques de la recherche de profit ou de l'alignement, elle trace sa propre voie.
J'avoue que je saisis bien la dynamique États-Unis-Chine-Algérie. C'est une triangulaire complexe, mais logique. Mais là, les analyses vont encore plus loin et établissent un lien qui, à première vue, me semble un peu tiré par les cheveux. On parle de Taïwan. Quel est le rapport sérieusement? C'est le lien le plus contre-intuitif, mais aussi le plus révélateur de la nature interconnectée de la géopolitique moderne. Le lien n'est évidemment pas géographique, il est purement stratégique. Il faut raisonner en termes de levier et de dépendance. Aujourd'hui, dans un scénario de crise majeure autour de Taïwan, la Chine dispose d'une arme économique redoutable, la menace de couper ou de restreindre ses exportations de terres rares. Ce qui paralyserait l'industrie de défense américaine en pleine crise. Exactement. D'accord. Et donc une source alternative, même si elle est contrôlée par un acteur indépendant, comme l'Algérie. Change complètement le calcul. Si les États-Unis savent qu'ils peuvent, en cas de crise extrême, se tourner vers une source non chinoise, même si les conditions sont difficiles, le chantage de Pékin perd énormément de sa puissance. L'existence même du projet de Tindouf, s'il atteint sa pleine capacité, offre une flexibilité stratégique à Washington. Donc ce qui se passe dans le désert algérien, Peut directement affecter l'équilibre des forces et la prise de risque des différents acteurs en mer de Chine méridionale. c'est incroyable. On modifie l'équilibre des forces dans un conflit potentiel en Asie de l'Est sans qu'un seul navire de guerre n'ait bougé. C'est exactement ça. Et c'est pour cette raison que les documents décrivent Tindouf comme un laboratoire géopolitique à ciel ouvert. Et c'est un test à double sens. Comment ça, à double sens? D'un côté, c'est un test pour l'Algérie. Aura-t-elle la capacité technique, financière et surtout politique de mener à bien un projet d'une telle complexité tout en résistant aux pressions indirectes? C'est un test de sa résilience souveraine. De l'autre côté, c'est un test pour les grandes puissances, notamment les États-Unis et l'Europe. Sauront-elles s'adapter et préserver leur influence en utilisant ces nouveaux outils de pression indirecte sans avoir à recourir à des confrontations directes qui sont de plus en plus coûteuses et risquées? La conclusion de ces analyses est donc sans appel. Considérer Tindouf comme une simple mine, c'est passer à côté de toute l'histoire. C'est ne voir que le trou dans le sol n'est pas l'échiquier mondial qui se déploie autour. Le projet est devenu un symbole. Il illustre parfaitement comment aujourd'hui tout grand projet économique qui touche à des ressources critiques devient instantanément une arène. Une arène silencieuse, sans public, mais où se joue une partie cruciale entre la souveraineté des nations et l'influence des grandes puissances. En résumé, Tindouf est donc bien plus qu'une mine. C'est un point de friction, un carrefour, où l'économie locale rencontre la souveraineté nationale, où la technologie de pointe rencontre la dissuasion militaire. C'est la preuve la plus nette qu'un projet en apparence isolé en Afrique du Nord peut avoir des répercussions directes sur les tensions stratégiques les plus vives à des milliers de kilomètres de là. C'est le nouveau visage de la géopolitique du XXIe siècle. La puissance ne se mesure plus seulement au nombre de porte-avions, mais aussi à la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, des infrastructures critiques, de tout ce qui fait tourner le monde moderne. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour aller plus loin. On a beaucoup parlé des terres rares aujourd'hui. Mais si on élargit la perspective, combien d'autres projets économiques à travers le monde, qu'il s'agisse de ports en eau profonde, de câbles de communication sous-marins ou de réseaux de télécom, sont en réalité les champs de bataille silencieux où se redessine, discrètement mais sûrement, la carte du pouvoir mondial de demain?